conférence et un débat sur ce sujet si important de ce que nous appelons l'autonomie, plus que la dépendance, mais pour élargir le sujet, mais j'y viens dans un instant. Je m'exprime évidemment en introduction au nom de toute cette petite équipe, la chaire transition démographique, mais notamment mes deux camarades qui sont là. Vous avez vu, c'est très très rare, mais en votre honneur, ils ont mis des cravates et ils sont... tu peux peut-être enlever le masque, parce que tu as un tellement beau visage, c'est dommage qu'on ne le voit pas. Voilà. Oui. Donc, un grand merci. L'idée qu'on voulait vous développer, c'est que nous avons modestement démarré cette chaire il y a 10 ans. Depuis 10 ans, avec plus ou moins de succès sur la qualité de nos travaux, enfin en tout cas beaucoup d'engagement dans en tout cas ce que nous espérions être la qualité de nos travaux, nous nous sommes interrogés sur l'autonomie. Pourquoi ? Parce que transition démographique, dans un premier temps, d'ailleurs relativement à tort, on l'a présenté comme étant sujet principal le vieillissement des populations. Et pourquoi est-ce qu'on était passionné par le vieillissement ? Je me souviens du premier papier que tu avais fait. C'était l'idée que le vieillissement ralentit la croissance, et on était dans cette période où on s'interrogeait sur la capacité que le monde avait à avoir une croissance forte. Donc vieillissement, donc dépendance, donc retraite, donc dépendance, donc ceci. Et on a développé 4 sujets pendant ces 10 années. 4. Bon, je crois qu'on a développé avec beaucoup de sérieux. Après, on peut toujours remettre tout ça en cause, mais on a essayé de réfléchir à ce qu'était une société de l'activité. Donc, pour nous, l'idée était de s'interroger sur la manière dont on allait reculer et prévenir la dépendance. Et François-Xavier, qui n'est jamais à l'abri d'une statistique tout à fait inconnue des uns et des autres, mais qui, je peux vous le garantir, qui se révèle être une statistique juste, avait souligné le fait que toute personne qui a en moyenne une activité forte pendant 5 ans, pendant toutes ces années de retraite, se trouve repoussée à la fois sa disparition, mais également la dépendance de 5 années. Peu importe, ce chiffre peut être discuté, mais on voit bien que l'activité prise comme il va le développer, parce qu'il a énormément travaillé, mais en conclusion, cet élément de l'activité, nous l'avons toujours considéré comme majeur. Et il est vrai qu'au moment où chacun s'excitait sur une société du travail, nous avions au fond, nous avions privilégié l'idée d'une société de l'activité, mais on en reparlera tout à l'heure. Le deuxième aspect que nous avons beaucoup travaillé, et notamment avec l'OCIRP, il y a déjà plusieurs années, c'était cette idée que les aidants, qu'ils soient des aidants familiaux ou qu'ils soient des aidants, dans ce métier, étaient absolument essentiels dans la société à venir. Il y avait des chiffres assez fantaisistes qui sortaient. D'ailleurs, je ne sais plus d'où ils sortaient, je préfère l'oublier. On annonçait 800 000 créations d'emplois. Enfin bon, c'était le truc habituel de tout gouvernement qui se respecte, ou toute activité syndicale ou professionnelle. Et donc, on sortait des chiffres qui nous paraissaient curieux. Et nous étions plus intéressés, comme l'a montré par la suite le rapport El Khomri, par la qualité, par la formation, par les revenus, par tout ce qui permettait au fond à la société, cette société qui aura besoin de beaucoup d'aidants, de donner, une qualité à ce secteur d'activité, et de donner aussi aux aidants familiaux des possibilités qui permettraient finalement de se développer de manière satisfaisante. Et nous avons également beaucoup travaillé là-dessus. Je profite pour remercier... Je remercie d'ailleurs tout le monde, mais là, en l'occurrence, c'était l'OCIRP, et c'était il y a déjà plusieurs années. La troisième chose qu'on a beaucoup travaillé, c'était l'idée qu'il y allait avoir des gens qui ne pouvaient pas se permettre dans notre société de financer une dépendance, que c'était notre sujet. Et comme vous allez le voir sur ce schéma, qui est le résumé de tout ce que nous pensons, je vais terminer très rapidement. L'idée était évidemment de donner un revenu minimum
généralisée à tous les plus de 85 ans. Donc c'est une position, j'allais dire, très partagée d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour sortir ça. Mais ce qui a été beaucoup plus astucieux, ça a été l'idée de dire que, en réalité, quand on regarde la macroéconomie de notre pays, elle a une particularité, c'est que le niveau moyen des patrimoines est supérieur au niveau moyen des revenus. Que donc, c'est au fond assez logique. Le patrimoine sont constitués pendant des générations, des siècles, et les revenus sont ceux du marché du travail tel qu'il est en France, et qui est un peu assez particulier. Et donc, depuis le début, nous nous sommes interrogés sur le fait de savoir si on ne pouvait pas utiliser de manière plus efficace le patrimoine, le mettre à disposition, et on avait réfléchi, là aussi François-Xavier y a beaucoup réfléchi, à la capacité de développer finalement ce que nous avons appelé une liquéfaction, mais il en reparlera tout à l'heure, une liquéfaction du patrimoine, qui est un peu l'inverse du viager, parce que rien que le viager, vous voyez, ça donne des frissons à tout le monde. Mais moi, j'étais plus intéressé par le fait que dans les différentes zones d'immobilier, il y a une zone 1, c'est Paris, c'est pas besoin de nous. Il y a une zone 2 qui est les grandes villes, c'est moins besoin de nous. Et puis il y a une zone 3 qui sont ces logements, ces propriétés qui sont en réalité très peu, j'allais dire, liquéfiables naturellement, parce qu'elles sont dans des petits villages, une petite ferme abandonnée. Je veux dire, tout ça n'était pas... Et donc on a inventé tout un dispositif qui permettait à l'État de donner une garantie à des investisseurs qui prendraient en charge, comme il va l'expliquer tout à l'heure, comme François-Xavier l'expliquait tout à l'heure, au fond prendre en charge la reprise à un niveau suffisant, à un niveau financier suffisant de cet immobilier qui, par ailleurs, n'a pas une valorisation naturelle évidente. Donc c'était le sujet de permettre ainsi à des personnalités atteintes de dépendance ou de difficultés de pouvoir éventuellement valoriser leur patrimoine et en tirer un petit capital qui leur permettrait de dépasser ou de financer leur dépendance. Donc c'est une très vieille idée qu'on a eue et qu'on a développée d'ailleurs avec le Crédit Agricole. Vous voyez, donc tout ça a pris une forme et je laisserai mes camarades l'expliquer tout à l'heure. Et puis, on a été convaincus, comme beaucoup de gens, qu'il y avait beaucoup de discussions sur l'assurance, l'assurabilité de la dépendance. Moi, à titre personnel, j'ai dirigé 2 thèses sur l'assurabilité de la dépendance, qui étaient d'ailleurs très bonnes comme thèse, mais un peu abstraites, on va dire. Enfin, c'était des thèses, quoi. Et donc, depuis le début, notamment sous la responsabilité d'Alain, qui a beaucoup investi dans l'ensemble de sujets et l'ensemble des sujets de dépendance, à la fois Rago et Chojniki ont développé un modèle qui nous permet un peu de tester tout ça, de regarder comment est-ce qu'on peut rendre cette assurance. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 7 millions de personnes qui ont déjà quelque part un produit de dépendance, et il y a des propositions formidables, la FNMF et de la FFA. Donc pour nous, c'est une double bénédiction. Donc vous voyez, même le ciel va nous tomber sur la tête, parce que bon. Et donc ces 4 sujets, sont pour nous le produit de tout ce que nous avons fait pendant 10 ans et que nous avons conclu par cette idée assez simple que, le débat, et là je m'adresse à mes amis responsables des grandes institutions d'assurance et de mutualité, différentes formes d'institutions de l'assurance, que ce débat était pas très bien parti. J'ai regardé de très près le rapport qui vient de sortir, et je ne veux pas du tout mettre en cause un inspecteur des finances, surtout devant Florence, mais c'est vraiment une liste à Prévert. C'est-à-dire qu'on met la France entière dans la rue, rien qu'en prenant la liste. Le gars, je ne sais pas, c'est un génie de la politique, il faut le décorer. Il prend tous les trucs, il colle la CSG des trucs, enfin, je veux dire, c'est d'une bêtise absolue. Et on est piégé par ces 2 mots. Moi, je crois beaucoup, c'est un peu la maturité, qui me rapproche d'ailleurs du sujet qu'on est en train de traiter. Maturité,
ce mot de cinquième branche ne nous satisfait pas parce qu'elle donne trop l'impression que c'est une mise en demeure de la sécurité sociale. Je vais stopper dans une seconde. Et cinquième risque qui donne le sentiment qu'on est trop dans un domaine exclusivement d'assurance. Nous, notre conviction, c'est ça ce que notre conviction, c'est ça. Ça n'a rien de génial, mais c'est pas mal quand même. Enfin, c'est même très bon. C'est l'idée que ce sujet de la dépendance ne peut être traité que dans une perspective beaucoup plus large, qui est celle d'une société de l'autonomie, qui prend en charge les 4 sujets qu'on vient d'évoquer. Oui, nous sommes convaincus, mes 2 camarades vont en parler tout à l'heure, nous sommes convaincus qu'il faut une structure d'assurabilité où les 3 étages se retrouvent, mais ils vont en parler tout à l'heure. Oui, nous sommes convaincus qu'il faut une liquéfaction du patrimoine parce que il faut utiliser toutes les compétences, toutes les possibilités de ce pays plutôt que de donner à monsieur, je ne sais pas comment, le soin de faire descendre dans la rue les vieux, les jeunes, les polytechniciens, les non-polytechniciens, ce qui est plutôt d'ailleurs en majorité, la majorité de la société française. Bon, donc, tout ça, c'est au fond pour nous très important. Oui, nous sommes convaincus qu'il faut arriver à créer une société de l'activité. Et là, on commence à avoir vraiment des travaux de très bonne qualité. Et c'est cet ensemble-là que vous allez retrouver qui est dans notre schéma, qui est un schéma qui résume tout ce que nous pensons. Alors là-dessus, le travail de cet après-midi, qui a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Enfin, c'est peut-être pour vous, mais pas pour nous. On est trop heureux que vous soyez là. Il y aura d'abord un exposé, au fond, qui est un exposé de M. Rago, du professeur Rago, qui est une manière de tester, voir un peu ce que c'est que cette assurabilité et cette assurance, voir un peu les chiffres, les ordres de grandeur. Vous avez vu qu'on en a mis, qui sont directement déduits. Tout ça, c'est fait sous la houlette de mon camarade Alain, et c'est plus un test. Des tests, évidemment, il faudra aller plus loin dans la solution, mais il se trouve qu'on a maintenant de quoi pouvoir parler. Deuxième sujet, vous nous faites l'immense honneur de faire un débat et des propositions, pas par rapport à nos propositions à nous, parce qu'elles sont bien, mais ce n'est pas le sujet. Vous êtes tellement positif, que ce soit la FFA, la FNMF, le AG2R, et non, mais j'allais dire, ceux qui nous ont, et les aidants vivants, qu'on s'est dit que c'était ridicule de vouloir commenter nos propres propositions. Et puis, on conclura sur les propositions que vont faire mes 2 camarades dans un partage qui est fait à la Yalta, c'est-à-dire que personne ne comprendra rien, mais l'essentiel, c'est qu'on va développer tous les sujets. Mais enfin, vous êtes quand même libre, à mon avis, vers 7h30, 8h, sans problème. Voilà. Voilà, donc je laisse la parole à Alain, et puis... Merci. Ah bah, comme vous voulez, elles sont... Je crois que c'est... Alors, attendez. Ils sont à l'envers. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc, comme Jean-Hervé l'a introduit, je ne vais pas vous présenter le chiffrage des propositions de la chaire en tant que telle. Je vais vous présenter les résultats d'un rapport qui était préliminaire. C'est-à-dire un rapport qu'on a fait pour la chaire avec mon collègue Xavier Chojnicki, qui est professeur à l'Université de Lille et qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais qui nous écoute. Donc, le cahier des charges qui nous avait été donné, c'était justement de faire un balayage sur différents scénarios concernant cette 5e branche, un peu en avance avant qu'elle soit décidée, sur 2 points cruciaux qui sont le degré de générosité que pourrait avoir cette assurance autonomie et le mode de financement. Et de voir les résultats qu'on obtenait dans le modèle Melleté, qui est un modèle macroéconomique,
mais avec des fondements micro, donc qui nous permet aussi d'avoir des résultats, on va dire, plus individuels, pas que des résultats à un niveau très, très macroéconomique. Donc c'est juste pour bien cadrer le point, et c'est sur la base de ces différents résultats qu'effectivement la réflexion a été menée ensuite dans le comité scientifique de la chaire pour élaborer un scénario plus spécifique et plus précis. Donc comme je vous l'ai indiqué, on a donc utilisé le modèle qu'on a construit déjà au début de la chaire, hein, c'est la chaire qui est à l'origine de ce modèle-là, hein, c'est avec le soutien de la chaire qu'on a pu construire ce modèle, qui est un modèle qui a été conçu pour évaluer les problèmes de financement de la protection sociale. Hein. Donc il n'est pas fait uniquement pour les problèmes liés à la dépendance. Il y a maintenant les 5 branches. Hein. Avant, il y avait les 4 autres branches. Et donc il est bien calibré pour ce type de questions. Et donc on a construit un certain nombre de scénarios en partant du point de départ. Le point de départ, je vais aller assez vite parce que vous le connaissez. C'est-à-dire c'est la problématique liée autour de la dépendance et de la montée en charge de ce problème de dépendance. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on a environ un quart de la population qui a plus de 60 ans, donc qui est potentiellement, qui pourrait être sujet au problème de dépendance, et on va passer à plus d'un tiers à l'horizon 2050 de personnes de plus de 60 ans. Donc on va avoir une montée en charge de personnes dépendantes qui est liée au phénomène de vieillissement de la population. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui on a à peu près 2,5 millions de personnes qui sont en perte d'autonomie. Sur ces 2,5 millions, je ne vais pas vous dire de bêtises, je reprends mes chiffres, c'est à peu près 1,8 million qui sont en GIR 3-4, et j'arrondis, hein, et environ 700 000 qui sont en GIR 1-2. Donc ça, c'est le point de départ, c'est la situation d'aujourd'hui, qui pose déjà un problème de financement. Et quand on prend les projections, il y a un relatif consensus, avec quelques petits écarts. Eh bien, à l'horizon 2050, on passera donc de 2,5 millions aujourd'hui à plus de 4 millions de personnes qui seront concernées. Et ça entraîne du coup des conséquences sur le poids que va représenter les dépenses liées à la dépendance dans le PIB, c'est-à-dire dans la richesse du pays. Donc pareil, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui c'est les chiffres de 2015, hein, mais aujourd'hui c'est à peu près 30 milliards qui sont dépensés pour la dépendance. Sur ces 30 milliards, il y a à peu près 23 milliards qui sont financés par le public, et donc le reste, un peu plus de 6 milliards, qui sont le reste à charge, c'est-à-dire financés sur les fonds propres des ménages. Ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà beaucoup, et on va voir que ça va augmenter. Et ces 30 milliards, c'est environ 1,15 points de PIB. Hein, donc c'est pas négligeable, c'est 1,15 points de PIB, mais avec la montée en charge du nombre de personnes dépendantes, ça représentera, là il y a un peu plus de divergence, mais on passe à presque 2,8 points de PIB à l'horizon 2060. Hein. Donc 1,15 points de PIB à pratiquement 2,8 points de PIB, et là ça commence à représenter une charge importante. Donc et ça, c'est, quand je dis 2,8 points de PIB, c'est avec le même effort de prise en charge de la dépendance par individu. Donc ça ne vient pas d'un système qui serait plus généreux, hein, ça vient du fait qu'il y a une part de plus en plus importante de la population de personnes qui seront dépendantes. Donc ça, c'est le point de départ que vous connaissez, je n'insiste pas beaucoup dessus. Et donc la question qu'on nous a posée, c'est comment on peut réduire ce reste à charge, hein, c'était ça la question principale, c'est-à-dire de mutualiser une plus grande part de ces dépenses qui seront de plus en plus conséquentes de la perte d'autonomie. Alors on avait un peu carte blanche, mais on a quand même discuté sur des scénarios un peu crédibles, à la fois sur le degré de générosité, donc c'est-à-dire la part qui sera prise en charge et donc qui va permettre de diminuer le reste à charge, et puis les différents modes de financement qui peuvent être plus ou moins avoir des effets plus ou moins négatifs pour le reste de l'économie. Donc on a construit deux grands jeux de scénarios, ce qu'on appelle également des variantes, hein, deux grands jeux de scénarios. Le premier jeu, il était construit sur les propositions Forret, hein, pour dire les choses simplement, sur les propositions de Forret, c'est-à-dire que c'est le premier jeu de variantes. Alors je ne sais pas si le rapport est déjà en ligne ou pas, hein, mais là je vais vous donner les principaux résultats, mais vous aurez tout le détail, hein, de ce que je suis en train de vous expliquer dans le rapport qui sera en ligne sur le site de la chaire. Hein. Donc dans la proposition Forret, on a un degré de générosité qui est assez élevé. Donc on est sur la base où on a une prestation mensuelle de l'assurance autonomie
qui s'élève à 1 275 € par mois pour les GIR 1-2 et 925 € pour les GIR 3-4. Donc vous voyez que c'est un effort très, très important. Et puis dans le deuxième jeu de variantes, ce qui va distinguer pour les jeux de variantes, c'est un niveau de générosité qui est plus faible. Parce qu'on va le voir, ça nécessite quand même un financement relativement important, ce degré de générosité. Et le deuxième jeu de variantes, on est à des prestations fournies par l'assurance autonomie de 500 € par mois pour les GIR 1-2 et de 150 € par mois pour les GIR 3-4. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur entre les deux jeux de variantes. Et ce qui va aussi distinguer ces deux jeux de variantes, c'est en partie le mode de financement. Donc je vais en dire deux mots juste après. Je vais peut-être plus insister sur les résultats du deuxième jeu de variantes, parce que je n'ai pas le temps de les exposer en détail. Et puis c'est sur la base des résultats du deuxième jeu de variantes que les propositions qui seront détaillées par la chaire sont construites. Donc ça a plus de sens d'insister sur cela plutôt que sur les premiers. Dans le financement dans le premier jeu de variantes, donc calé sur les propositions Forette, on a repris également la proposition de financement. Donc dans la proposition de financement Forette, c'est une cotisation qui est proportionnelle au revenu et dont le taux dépend suivant le niveau de revenu. Donc on a simulé le niveau de dépenses Forette avec ce mode de financement. Pour vous donner un ordre d'idée, pour on va dire les moins qualifiés, donc pour les revenus des personnes qui ont un revenu moyen, des personnes qui n'ont pas le baccalauréat, on a un taux de cotisation de 0,8%. Et on passe à presque 2% de taux de cotisation pour les plus qualifiés, donc ceux qui ont un niveau supérieur à Bac plus 3. Donc ça commence à être, c'est pas négligeable, 2% de cotisation sur le revenu disponible des agents. Donc on a testé ce mode de financement et on en a testé deux autres. Le deuxième, c'est un financement 100% CSG, donc on ferait tout financer par la CSG, l'intégralité. Et puis le troisième, dont une des propositions sera reprise par la chaire, c'est un financement différencié suivant l'âge. C'est-à-dire, soit on commence à 20 ans, mais par une cotisation qui est forfaitaire cette fois-ci, c'est-à-dire que tous les individus payent le même niveau de cotisation, il n'est pas proportionnel au revenu, il n'est pas différencié après le taux, donc il est forfaitaire. On commence à cotiser dès 20 ans, où on commence à cotiser dès 40 ans, puisque ça fait partie du débat, et où on commence à cotiser à 60 ans. On trouve aussi cette proposition dans le débat social. Donc ça, c'est le jeu de scénario de financement dans les premières variantes, avec une générosité élevée. Et dans le cas des variantes où la générosité est plus faible, on va retrouver ce mode de financement différencié 20 ans, 40 ans, 60 ans, cotisation forfaitaire, 100% CSG. Et puis là, inversement, au lieu de faire la proposition Forette, c'est une proposition que la chaire nous a demandé de tester. C'est, on se met sur la cinquième branche. Donc on sait qu'aujourd'hui, grosso modo, c'est 1,5 point de CSG de la CADES qui bascule dans la cinquième branche. Donc c'est environ 2,5 milliards. Oui. C'est 0,15, pardon, pas 1,5, c'est 0,15. 0,15, c'est-à-dire, oui, pardon, 0,15, j'avais le 1,5, donc 0,15 qui fait 2,5, là j'ai pas d'erreur, 2,5 milliards à peu près de recettes qui viennent, qui sont présentes. Alors pour donner justement l'ordre de grandeur, en 2020, donc on a ces 2,5 milliards qui sont assurés pour le financement, sur la base de 500 € par mois à GIR 1-2, 150 € par mois à GIR 3-4, ça vous fait des dépenses de l'assurance autonomie de 7,4 milliards. 7,4 milliards à financer pour ce niveau de prestation qui serait versé. Donc on en a 2,5, 2,4 qui viennent de la CSG. Ça veut dire qu'il reste à trouver 5 milliards complémentaires. Et donc là, soit on les finance par une cotisation à 20 ans, à 40 ans ou 60 ans qui est forfaitaire, soit 100% CSG, soit, donc c'était une proposition de la chaire, soit quelque chose qu'on trouve dans le débat social, on le finance ça par des droits de succession supplémentaires sur les héritages, et on l'a fait sur les héritages uniquement. Donc des droits de succession, on l'entend dans le débat, cette proposition. Donc, mais on finance l'intégralité. Vous voyez, pour deux... Donc pour 2020, ça veut dire que ces droits supplémentaires de succession, ils représentent des recettes de 5 milliards. Ils vont à chaque fois financer
le besoin complémentaire de financement qui ne vient pas de ces 0,15 points de CSG qu'on a dans la cinquième branche. Alors pour donner les ordres de grandeur, pareil, parce que j'ai dit que j'insisterai plus sur cette deuxième jeu de variantes, pour donner les ordres de grandeur, ça veut dire qu'en 2060, cette assurance autonomie, c'est environ 19 milliards en euros constants. On n'est pas en euros constants, donc sans l'effet hausse des prix. Donc c'est environ 19 milliards par rapport à 7,4 milliards en 2020. Et sur ces 19 milliards, il y a environ 14 milliards qu'il faudrait financer par cette augmentation des droits de succession ou par cette cotisation forfaitaire. Le reste étant financé par ces 0,15 points de CSG. Okay, donc voilà les scénarios, voilà les variantes qu'on a testées. Alors, sans surprise, bien sûr, si on est dans le premier jeu de variantes avec ce degré de générosité très élevé, on a regardé ce qui se passait pour les individus, pas l'aspect macroéconomique. Dans un premier temps, ce qui se passait pour les individus. Avec ce niveau de prestation fourni par l'assurance autonomie, vous prenez pratiquement presque le reste à charge des individus. Donc on a calculé dans le modèle, on a des individus qui sont autonomes, puis des individus qui ont perdu leur autonomie. Donc on peut regarder les différences de revenus qu'il y a entre les deux. Dans le scénario central, c'est-à-dire quand il n'y a pas la prise en charge par l'assurance autonomie, quand on n'a pas mis en place cette assurance autonomie, une personne dépendante à 85 ans, elle a une perte de revenus par rapport à une personne autonome à 85 ans entre d'environ 40%. Elle a un revenu qui est 40% plus faible que la personne qui est autonome, ce qui est énorme, mais ce qui ne nous surprend pas beaucoup. Eh bien, avec la mise en place de cette assurance autonomie, mais avec, j'insiste bien, avec ces 1 275 € GIR 1, GIR 2, je parle pour les GIR 1, GIR 2, la différence, elle est plus que de 2%. Donc, ça veut dire que ça permet aux personnes dépendantes d'avoir un revenu disponible qui reste à peu près équivalent à la personne qui a conservé son autonomie. Donc on prend en charge quasiment l'intégralité par l'assurance autonomie. Le reste à charge est nul. Le reste à charge est nul. Après, dans le scénario Forêt, ça ne permet pas de couvrir. Donc à partir de 2040, on est à nouveau en déficit. Donc on ne peut pas couvrir, donc le reste à charge augmente. Alors j'insiste pas trop plus sur ce résultat-là, je vais plus insister sur le deuxième jeu de variante. Alors avec le deuxième jeu de variante, comme l'effort est moins important, on n'est plus qu'à 500 € par mois, la baisse de perte de revenus, elle est compensée, mais pas dans les mêmes proportions. On est à moins 12, moins 15% de perte de revenus par rapport à un autonome. Donc c'est quand même significatif. C'est pas neutre, c'est quand même fortement significatif. Il reste un reste à charge qui est encore relativement important, mais on a mutualisé une partie plus importante des frais liés à la dépendance. Alors, si on regarde ce deuxième jeu de variantes, du point de vue macroéconomique, quels sont les principaux résultats? Principal résultat, alors c'est pas très surprenant, ce qui va faire le moins de perturbations du point de vue macroéconomique, c'est quand vous faites supporter tout le financement par les personnes de plus de 60 ans. C'est assez logique, puisque les personnes de plus de 60 ans, elles sont plus actives, d'accord ? Elles accumulent plus de capital, donc ça modifie pas trop l'épargne dans l'économie, qui est quand même un des moteurs de l'accumulation du capital physique. Donc, ce qui est le moins distortif, c'est effectivement de taxer uniquement les plus de 60 ans. C'est là où on a la perte de niveau de vie qui va être la moins élevée. Cette perte de niveau de vie, elle n'est pas très importante en réalité. Donc le PIB par tête, on perd de l'ordre de 0,5% de niveau de vie à l'horizon 2050. Donc c'est marginal. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas se focaliser sur les impacts macroéconomiques. Ça reste mineur, parce que ce n'est pas des ordres de grandeur très importants au niveau macroéconomique, ce qu'on est en train de regarder. Par contre, les effets ils sont très microéconomiques. C'est-à-dire qu'on a regardé ce qui se passait pour les individus dans le modèle, quand on taxe que les plus de 60 ans. On fait supporter tout le financement aux plus de 60 ans. Ils perdent entre environ 3% de leurs revenus. C'est une perte de revenus équivalente à 3%, donc ce qui n'est pas négligeable dans ce scénario-là. Et dans le scénario Forêt,
c'est même 8%. Hein. Donc vous faites une baisse de pratiquement 10% du revenu disponible des personnes de plus de 60 ans. Alors qu'on est dans le financement par la cotisation des 20 ans ou par la CSG, on est dans une baisse qui est inférieure à 1%. Hein. C'est moins de 1% du revenu qui est prélevé pour financer. Donc les effets macro, ils sont assez similaires d'un scénario à l'autre au niveau du mode de financement. Par contre, ils sont très différenciés sur les individus qui sont impactés. Donc ça, c'est un point qui est relativement important et qu'il faut bien avoir en tête à ce niveau-là. Et donc, le résultat principal, c'est... Alors, par contre, dans le premier jeu de variantes, hein, avec ce degré de générosité aussi important, la perte de revenus par tête, il est supérieur à 1%. Hein. Donc, on voit bien que là, ça a déjà un effet macroéconomique. C'est plus difficile à défendre ce niveau de générosité. Par contre, ça reste tout à fait raisonnable. Et ce qui lisse le plus l'impact sur les individus aux différents âges, c'est ça qu'on a voulu regarder, c'est effectivement les droits de succession. Parce que c'est vrai que ça ne va pas affecter le revenu disponible des jeunes hein, dans un premier temps. Et ça ne joue pas sur leurs revenus salariaux. Hein, ça joue que sur les revenus financiers. Hein. Donc ça nous a paru comme effectivement celle qui, c'est pas la moins distorsive en termes macroéconomiques, hein, parce que les autres, c'est une cotisation forfaitaire. Hein. Donc dès que c'est forfaitaire, que ce n'est pas proportionnel au revenu à votre épargne, ça a moins d'effets distortifs au niveau macroéconomique. Hein. Mais elle est moins distortive que 100% de CSG. Oui, la CSG, c'est plus distortif, hein, très clairement. Donc, d'un point de vue macro, quand vous faites du forfaitaire, c'est toujours mieux, d'accord. Mais on l'a vu, 40 ans, 60 ans, ça peut poser des problèmes d'hétérogénéité entre les agents. Ça affecte quand même beaucoup les plus âgés. Par contre, les droits de succession, ça a un meilleur impact du point de vue macro. Et ça lisse sur les impacts en termes de revenus disponibles. Donc, c'est les principaux résultats que j'ai terminé. Hein. Donc, c'est les principaux résultats. Mais vous avez, j'insiste bien, tout le détail dans un rapport qui fait une 40aine de pages, qui sera disponible sur la chaire avec toutes nos hypothèses. Merci Lionel, c'était passionnant. Tout le rapport sera sur le site de la chaire. Je vais appeler nos invités au débat, en commençant par Madame le ministre, si vous voulez bien vous donner la peine. Madame et Monsieur les présidents et Madame et Monsieur les directeurs. Il y a un truc pour nettoyer le micro ou pas? Ouais. Il y a un truc pour nettoyer le micro? Laurent, je vais le mettre au bout si tu permets, ce sera plus simple. Tu changes la bonnette. Merci. On va faire un débat très rapide, mais très serein entre nous. Je vous propose de commencer par une première question qui c'est comment vous réagissez finalement au rapport Vachey et de limiter votre temps de parole pour cette première question à 5 minutes. Et puis il y aura une deuxième question, c'est comment on en sort. Et là où vous pouvez évidemment débattre entre vous. Marianne Monchamp, on ne vous présente plus, vous êtes présidente de la SNSA et je vais vous donner la parole en premier. Il y a un petit rituel. Merci. Il y a un petit rituel Covid, si on peut avoir les mains jaunes. Bien, bonjour à tous. Ravie de me retrouver auprès de vous en rang serré pour cet exercice présentiel et distanciel dans une actualité qui effectivement renvoie beaucoup à la création de la 5e branche, puisque le PLFSS qui a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui dispose la création de la 5e branche. C'était déjà fait avec la loi organique, mais là on en remet une couche avec au fond l'architecture à grands traits de ce que sera la 5e branche. Et donc qui dit 5e branche dit rapport Vachey, si on peut résumer le truc comme ça. Et donc j'en arrive à la réponse à la question, mais qu'est-ce que je peux bien penser du rapport Vachey? Alors pour toute une très grande partie du rapport Vachey, je le trouve excellent, parce que le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie y a pris une très large part. J'aime autant vous dire que c'est à la hauteur des espérances. Nous y avons mis beaucoup d'une autre. Et on retrouve dans ce rapport Vachey
des éléments très importants. Alors, lesquels sont très importants et lesquels, peut-être, pourraient appeler un certain nombre de nuances qui modéreraient l'enthousiasme à la présentation des conclusions du rapport Vacher. Les 2 points super importants dans le rapport Vacher, c'est la question du périmètre de la branche et la question de la gouvernance. Parce que l'affaire du périmètre de la branche est de nature à peser très lourd, de mon point de vue, sur la question des besoins de financement et sur la question de l'équilibre de la dite branche. Plus on fait un périmètre rikiki de la branche, tout resserré sur lui-même, tout introverti, tout frileux, moins on se donne de capacité et d'effet de levier pour aborder la question de l'autonomie dans le champ de la protection sociale. Parce que la particularité du risque autonomie, et je ne parle pas du risque dépendance, je parle de l'enjeu de l'autonomie en protection sociale, c'est d'être capable d'articuler des politiques publiques qui aujourd'hui sont disjointes, au point que cela crée des effets de perte d'efficience, de perte de performance, y compris dans la capacité à mobiliser les finances publiques. Et de notre point de vue, nous, le Conseil, et le mien, évidemment, c'est que, idéalement, il faudrait imaginer un périmètre de la branche qui excède le périmètre de la protection sociale, en tout cas le périmètre de l'effort que la nation consent à l'autonomie aujourd'hui, et qui est à peu près évalué à 66 milliards d'euros, vos 30 de tout à l'heure, plus les autres dans le champ du handicap, puisque la branche, c'est personnes âgées, personnes en situation de handicap. 66 milliards d'euros qu'on arrive à trouver, alors en ayant des morceaux du budget de l'État avec l'allocation aux adultes handicapés, l'effort des collectivités territoriales qui n'est pas tout à fait l'épaisseur du trait, évidemment les ressources propres de la CNSA, la fraction de Sécu qui finance aujourd'hui une grande partie des dépenses de l'autonomie, la GFIP, le FIPH, EFP et plus si affinité, juste ça, 66 milliards d'euros que la nation conscient aujourd'hui sans que personne ne s'en rende compte. À part une fois l'an, quand quelqu'un daigne lire le programme d'efficience ou qualité-efficience, jamais su dans quel sens ça marchait, qui traite effectivement de cet effort de la nation. Dans l'esprit du Conseil de la CNSA, on ne trouve pas dans le rapport Vacher, il faut aller bien au-delà. Il faut aller jusqu'à consolider des efforts de politique publique qui intéressent la question de l'autonomie et qui aujourd'hui ne sont pas convoqués à la question de l'autonomie, en particulier la politique du logement. Parce qu'il est évident que si on n'est pas capable de mobiliser une politique du logement et des efforts de financement public pour notamment adapter les logements et notamment faire que les personnes puissent rester chez elles, on a une incidence quasi nulle sur le modèle. Et donc les projections que vous avez faites et qui sont tout à fait pertinentes, on les fait à modèle constant. Et là, ça coûte cher. Parce que tout l'enjeu consiste précisément à se projeter à 2030 et 2040, mais à modèle modifié, domiciliaire, comme on dit chez nous. Et si vous voulez, cet enjeu-là, il est majeur. Parce que sinon, la projection, elle est effectivement extrêmement conséquente en besoin de financement. Et les conséquences pour le reste à charge sont à proportion de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire inatteignable par les classes moyennes. Donc, le périmètre, la gouvernance vite fait, nous, ça nous va, une gouvernance nationale, avec la nécessité de résoudre une équation sur la gouvernance déconcentrée qu'il faut absolument poser parce qu'on a besoin des collectivités territoriales, parce que cette politique n'est pas une politique hors sol, et il faut absolument tricoter un mode de pilotage à distance qui permet d'embarquer les collectivités territoriales. Et le dernier point, c'est effectivement la question des financements. Alors là, sur la question des ressources, il y a une espèce d'inventaire à la Prévert qui est assez anxiogène, pour tout dire. Je mets au défi responsable politique de se lancer dans une hypothèse à partir de là. Mais j'insiste beaucoup sur mes 2 premiers points, et en particulier la question de la transformation du modèle. On a donc 2 choses à financer, c'est par là que je termine. Il faut financer la transformation du modèle, et ça c'est tout de suite, parce que l'inertie du modèle existant est évidemment très forte, et il faut financer les pentes, pas une pente, 2 pentes, la pente du vieillissement et la pente d'évolution des besoins dans le champ de la perte d'autonomie liée à la situation de handicap, et en particulier à la prévalence de nouvelles formes de handicap, telles que le handicap psychique,
par exemple, qui coûte beaucoup de pognon, qui coûte très cher, et sur lequel nous n'avons pas aujourd'hui les ressources en face des besoins pour nos concitoyens. Merci, merci beaucoup. C'est à la fois passionnant et passionné. On voit que c'est passionné. Florence Russmann, vous êtes présidente de la Fédération des assureurs. Comment vous réagissez à ce rapport Vachey? Et je crois qu'on va pouvoir faire un gain d'échelle sur le temps, parce que entre vous et Thierry, on va pouvoir gagner un peu de... rattraper notre retard. J'ai quand même laissé parler Thierry également. Vous interdit pas de prendre la parole, bien au contraire. Non, je voudrais d'abord dire que nous, on se félicite que l'État déjà ait ouvert véritablement ce sujet du maintien de l'autonomie. Ça fait très longtemps qu'on le demandait, donc c'est très bien que ce soit fait. Alors le rapport Vachey, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être vus comme positifs, comme ce que vient de dire Marianne, et que je ne peux qu'approuver, puisque ayant dirigé le plan Alzheimer pendant 5 ans, j'ai bien vu à quel point toutes les politiques publiques dans le champ du jeu neurodégénératif, et je vois d'autres qui acquiescent également, puisque c'était des compagnons de route aussi de cette mission. Donc quand on est sur des montants, alors je ne sais pas si c'est 40 milliards, je ne sais pas si c'est 70 ou si c'est plus, il est évident que si on plug par là-dessus un pilotage un tant soit peu plus efficace que celui inexistant aujourd'hui, il est évident qu'on va faire des économies, des gains de productivité. Et quand on les fait sur 40 ou 70 milliards, évidemment, je dirais, ce n'est pas une paille. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important, et que toute la partie du rapport qui consiste à optimiser ce que la sphère publique fait dans le champ du maintien de l'autonomie, je pense, est à saluer. Et effectivement, après, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on pilote tout ça, mais je fais confiance aux responsables pour l'imaginer. Alors après, il y a effectivement le financement. Donc là, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Pour moi, c'est un catalogue à l'après-vert. Puis je ne sais pas, moi j'entends le gouvernement qui dit on n'augmente pas les taxes, on n'augmente pas les taxes, on n'augmente pas les taxes. Donc là, je ne comprends plus. Bon, enfin certes, l'inspection c'est indépendant, donc si je comprends, mais enfin, ça ne s'inscrit pas. Donc moi, je donne rendez-vous à la deuxième question du débat, parce que moi je crois qu'avec Thierry, on a une solution justement pour ne pas avoir besoin d'augmenter les taxes. Thierry Baudet, président de la FNMF. Oui, moi pour la boutade, j'ai envie de commencer par dire qu'on atteint un niveau d'excellence inégalé en matière de rapport. Parce que j'ai fait la petite liste, le rapport de la concertation Grand Âge Autonomie, Dominique Libaud, mars 2019, le plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge, Myriam El Khomri, octobre 2019, stratégie de mobilisation et de soutien des proches aidants, novembre 2019, le rapport parlementaire sur réussir la transition démographique et lutter contre l'agisme, le lancement de la stratégie Vieillir en bonne santé, et tout récemment, le rapport Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous sur l'habitat inclusif entre Denis Pifteau et mon ami Jacques Wolfram. Et maintenant, le rapport Vachey, je pense que là, franchement, voilà, niveau d'excellence inégalé. Donc moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Nous, on se félicite du périmètre qui nous paraît le bon, Marianne, ce périmètre qui intègre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Nous, on trouve que c'est une très très bonne idée que le pilotage en soit confié à la CNSA. Nous, on participe déjà aujourd'hui aux travaux de la CNSA. Après, quand je regarde le rapport, je me dis que quand on parle d'une branche de sécurité sociale, ça induit quand même l'idée d'universalité. Sur le territoire, et aujourd'hui, il y a des disparités qui sont tout à fait incroyables, et il reste des travaux considérables à mener. Ça a été souligné sur l'articulation entre l'État et les départements, la question des structures de proximité, la question des circuits de financement. Le rapport, il évoque beaucoup de scénarios, il n'en choisit aucun, et je me dis qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Et puis, la question du financement. Donc, en effet, avec Florence, on y reviendra. Mais objectivement, aujourd'hui, elles sont très en deçà, c'est notre analyse, des attentes. Si j'ai bien compris, 1 milliard d'euros en 2021, de 3 à 5 milliards d'euros d'ici 2024.
Et le rapport Libaud, il estimait les besoins de financement à 10 milliards pour le seul secteur du grand âge. Donc voilà, il reste quand même beaucoup à faire, même si, encore une fois, on se félicite du symbole, du périmètre et d'en confier le pilotage à la CNSA. Merci beaucoup. Pierre Maillard, vous êtes ou Cécile, oui, excuse-moi. Cécile Vaquet, vous représentez ici André Renaudin, qui est évidemment bien connu dans la profession des assureurs et qui a une position tout à fait originale sur ce sujet. Si tu peux prendre le micro qui est là. Merci. Et nous dire en 3-4 minutes comment vous réagissez à ce... Alors, déjà, on était... cette 5e branche, on l'a tellement attendue que c'est une bonne chose qu'elle soit maintenant inscrite dans le Code de la sécurité sociale, hein, cette branche en charge de l'autonomie. Ça, c'est la première chose, parce que sur le développement de l'assurance dépendance, il y a eu beaucoup d'atermoiements de la part des potentiels assurés, parce qu'on ne savait pas s'il y aurait une assurance dépendance ou pas. Ça pouvait expliquer ces atermoiements sur l'assurance dépendance. Donc maintenant, cette 5e branche existe, et ça, c'est sans doute une bonne chose. En tout cas, elle a tellement été attendue et reportée que c'est bien. Ça, c'est la première chose. Sur le rapport en lui-même, je rejoins ce qui a été dit sur le périmètre. L'idée d'un périmètre large est évidemment une bonne chose. Sur la gouvernance, le rapport, en fait, si j'ai bien compris, préconise de ne pas modifier la gouvernance de la CNSA et de conserver cette dualité, finalement, de pilotage avec à la fois le côté étatique et le côté départemental. Je trouve que c'est assez intéressant sur l'avenir de la sécurité sociale, en fait, parce que maintenant, on a une 5e caisse de sécurité sociale qui n'est pas comme les autres, au fond. Et du coup, ça peut nous interroger sur l'avenir des autres caisses de la sécurité sociale et sur l'avenir de la sécurité sociale et sur la place des collectivités territoriales aussi dans le fonctionnement de la sécurité sociale. Je trouve qu'on a un paysage de la sécurité sociale qui change avec cette nouvelle caisse de sécurité sociale qui existait déjà mais qui n'était pas qualifiée de caisse de sécurité sociale. Et ça, je trouve que c'est intéressant, mais pour l'instant, c'est des petites bulles et des petits points. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais je pense qu'il y a à réfléchir là-dessus. Après, sur le financement, en fait, nous, on a trouvé qu'il y avait un point intéressant dans le rapport quand même sur le financement. Certes, les mesures envisagées ne sont pas très glamour, mais elles partent... d'un constat qui est marqué noir sur blanc dans le rapport, qui est que le niveau de vie des retraités est aujourd'hui supérieur à celui de l'ensemble de la population. Et le rapport s'appuie beaucoup là-dessus pour préconiser dans les pistes de financement une augmentation de la CSG sur les retraités. Alors certes, c'est pas très populaire, hein, des réductions, plutôt des augmentations d'impôts ou des réductions de niches fiscales bénéficiant aujourd'hui aux personnes de plus de 70 ans, notamment pour l'emploi d'une personne à domicile. Bon, c'est un petit peu curieux, en fait, vu qu'il faut augmenter plutôt les aides à domicile, donc on voit pas trop... C'est un petit peu contradictoire. Mais enfin, c'est un peu révélateur de la tendance. Et puis également, on voit aussi des propositions de mobiliser l'assurance vie, de mobiliser l'assurance vie et les placements immobiliers, le patrimoine immobilier des retraités. Voilà, ça, ce sont quand même des... Je trouve que le rapport, en pointant du doigt la richesse moyenne des retraités, est assez intéressant. Il met un petit peu en lumière un aspect qui n'est pas toujours suffisamment souligné dans les médias. Voilà. Merci Pierre. Vous êtes directeur général de l'OCIR. Alors, moi, je pense que ça a déjà été dit. Il y a 2 rapports Vachey. Il y a un rapport qui est sur la gouvernance, sur l'architecture, sur le périmètre, et qui est très intéressant, qui est plutôt réussi, qui vient s'ajouter effectivement à une longue liste de rapports. Mais voilà, c'est un acquis. Et puis, il y a un autre rapport, qui est un rapport sur le financement, qui lui, c'est vrai qu'on peut s'étonner quand même de voir des pistes qui sont lancées, alors avec à peine des nuances, avec à peine les inconvénients que suscite telle ou telle mesure, parce qu'on voit bien que l'exonération, par exemple, de cotisations patronales de sécurité sociale pour les employeurs de plus de 70 ans, on peut tout à fait imaginer, par exemple, relever progressivement l'âge
de cette exonération, mais le fait de la supprimer purement et simplement, ça n'a vraiment pas de sens par rapport à l'effort justement de prévention de la perte d'autonomie, parce que dans la perte d'autonomie, il ne faut jamais oublier la question essentielle de la prévention. Et donc, voilà, ça c'est un point important. Alors peut-être dire quand même que cette branche autonomie, ça y est, elle existe dans l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale, et on commence à voir un peu la photo. La photo, c'est 31 milliards d'euros aujourd'hui. Et alors, il y a un côté un peu anecdotique et un peu presque amusant. Enfin, ça peut faire sourire, mais voilà. C'est que c'est la seule branche qui va être en équilibre l'an prochain. C'est-à-dire que effectivement, l'équilibre, c'est zéro. Vous avez recettes 31 milliards, dépenses 31 milliards. Et au fond, on explique pourquoi. Tout simplement parce qu'on affecte 22% de la CSG maladie au financement de cette branche autonomie. Et donc, par construction, la branche est équilibrée. Mais ce qui veut dire qu'en projection dans les années à venir, évidemment, si on a une branche qui est équilibrée par construction, ça veut dire que la grande perdante, entre guillemets, du dispositif, c'est l'assurance maladie. Voilà. Merci. Écoute, merci, c'est assez clair. Et je vois que toutes vos analyses sont assez convergentes, peut-être plus. Et on doit être dans le monde d'après, parce que la FNMF et la FFA d'accord avec la CNSA et le CETIP, c'est quand même assez formidable. Peut-être on peut débattre, vous pouvez débattre entre vous, on peut structurer le débat sur quelques idées. Vous avez souligné implicitement qu'il y avait en France un manque de coordination, et vous l'avez repris aussi, et on le dit toujours, entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, et peut-être qu'il y a là une priorité que peut adresser, au-delà de la 5e branche, un système d'assurance universelle. Ça pourrait peut-être être le premier sujet de nos débats. Pour mémoire, on a vu à la chaire, en travaillant sur le sujet, que le terme de 5e branche n'est pas tout à fait récent. Il est encore plus ancien que dans le rapport AG2R. Il date d'une déclaration de Pierre Laroque en 1973, qui nous rajeunit quand même pas beaucoup, et qui montre la profondeur. Donc, et Thierry Baudet, on pourrait rajouter peut-être une 50aine de rapports qui ont été constitués depuis. Mais plus sérieusement, Marianne Monchamp, qu'apporterait un mode de financement qui ne sera pas du prélèvement des taxes et sur les plus âgés? Il faut quand même toujours rappeler que quand on taxe un retraité, il ne peut pas se refaire. Un salarié râle, mais il peut espérer augmenter son offre de travail ou changer d'entreprise, etc. et compenser et un retraité, quel que soit son niveau, il ne peut pas se refaire. Sur ce sujet, si vous voulez, il me semble, alors je ne suis pas sûre que je vais bien répondre à la question, mais bon, tant pis, je me lance. Il y a manifestement deux enjeux. Nous avons à construire un système solvable, si je puis dire, qui garantisse à nos concitoyens que, quel que soit leur âge, leur situation de handicap ou leur état de santé, ils restent, entre guillemets, autonomes, c'est-à-dire capables de faire des choix, capables de définir des projets de vie. Bref, l'enjeu, c'est qu'ils restent inclus, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils restent des citoyens à part entière. Et pour cela, nous devons transformer notre modèle de protection sociale et nous devons être en mesure d'apporter des réponses aux personnes elles-mêmes, quel que soit l'endroit où elles habitent et quelle que soit leur situation. C'est un grand changement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se contente pas de raisonner en solvabilisation de leurs besoins. On est obligé d'imaginer comment on va, au fond, répondre à cette question du maintien en vie autonome de personnes qui, pour toutes sortes de raisons, voient leur situation évoluer. Et c'est en ce sens qu'il nous faut assurer la transformation de ce modèle, insister précisément sur des mécanismes de prévention très sophistiqués, très avancés, et qui concernent ceux qui ne sont pas encore concernés directement par les formes les plus lourdes ou les plus sévères de la dépendance. Je ne sais plus qui avait dit que tout se jouait avant 3 ans. Là, clairement, tout va se jouer avant 70 ans. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et il faut remonter, au fond, l'échelle des interventions, l'échelle de l'anticipation des situations futures,
Cela veut dire permettre le développement de comportements d'anticipation qui, on le voit bien, vont évidemment inférer sur la manière d'aborder la question du financement du risque. C'est-à-dire que plus nos concitoyens vont considérer que le modèle qu'on leur propose est désirable, aujourd'hui il ne l'est pas. Il n'y a pas de client pour le modèle de protection sociale que nous proposons pour l'avancée en âge. Il n'y en a pas de client. Les gens veulent rester chez eux. C'est cette équation qu'il nous faut résoudre. Donc si vous voulez, face à un modèle désirable, on peut faire l'hypothèse en effet que nos concitoyens pourront consentir à un effort de financement spécifique, comme c'est le cas pour la maladie contre laquelle ils ne se révoltent pas, sauf de temps en temps, dans certaines circonstances précises. Et on voit bien que ce raisonnement s'applique tout à la fois au financement du système de protection sociale, mais peut, dès lors que le libre choix de la personne est questionné, et dès lors qu'elle peut souhaiter prendre des options qui lui sont propres, transmettre sa maison ou pas, vivre comme ça ou autrement, faire le choix d'équipements collectifs ou rester totalement chez elle, alors la question de son choix personnel va évidemment imposer dans la réflexion la construction d'une réponse que je qualifie moi d'assurantielle, parce que c'est une réponse qui, elle, adresse la personne et pas le système. Vous voyez ? Et donc, nous avons cette double équation à résoudre. Financer la transition d'un modèle, le structurer, permettre effectivement ces équilibres et en même temps faire en sorte que le libre choix de la personne soit assuré par ses propres moyens et par des décisions qu'elle pourra prendre en anticipation de sa situation future. Les deux sont liés. Si le modèle n'est pas désirable, l'anticipation ne sera pas au rendez-vous. C'est absolument certain. Merci beaucoup. Un des mottos de la chaire, c'est de dire qu'un tiers de... On va dans des sociétés, et Lionel l'a souligné tout à l'heure, on va dans une société où un tiers de la population va passer un tiers de sa vie à la retraite. Donc le champ qui s'ouvre devant nous est assez considérable. Quelqu'un veut réagir tout de suite à... Comment on en sort de ce... Moi j'aime bien ce qu'a dit Marianne, parce qu'elle a prononcé le mot d'assurantiel dans le sens où moi, effectivement, je le conçois, c'est-à-dire la liberté de la personne, et la relation directe entre un assureur et un assuré. Finalement, la différence entre la sécurité sociale, on va dire, ou une cinquième branche, et un assureur privé, c'est que l'assureur privé, il a un contact direct avec son assuré, il le suit au fil du temps, il le conseille, il peut l'aider à faire des diagnostics, on le fait déjà, on pourrait le faire beaucoup plus, et il est dans cet accompagnement des choix. Hein. Il agit aussi bien sur l'assurance du logement, etc. Il connaît le logement, il peut aider à financer des aides pour l'adaptation du logement. Il a l'épargne, il peut là aussi anticiper, il connaît le patrimoine de la personne. Donc, au-delà je dirais, de ce qu'on propose avec Thierry, et qu'il faudra quand même qu'on expose, parce que je crois que c'est très important, et quel que soit le système, je pense que les gens auront besoin d'être coachés, accompagnés, et je pense que les assureurs sont bien placés pour le faire. Ils sont également très bien placés pour la prise en charge. J'ai vu, là encore, 5 ans sur le plan Alzheimer. Certes, le maintien de l'autonomie, c'est un sujet financier, mais c'est aussi beaucoup un sujet de prise en charge. Et avec la prise en charge, on rigole pas du tout. On n'a pas le droit de rater une toilette, on n'a pas le droit de rater un portage de repas. Et ça, même s'il y a les grèves SNCF, même si c'est le week-end ou un jour férié, ou le Covid, mais même sans parler du Covid. Et ça, il y a des gens qui savent très bien faire, sont les assisteurs, filiales des assureurs. Ils vous rapatrient de l'autre bout du monde, ils vous font soigner dans le pays qui convient bien pour que, effectivement, vous rentriez dans le meilleur état par rapport à ce qui vous est arrivé. Ils maîtrisent tous les systèmes de santé dans le monde et ils font des interventions sans couture. Donc, il me semble qu'effectivement, il faut qu'on ait une vision extrêmement large du besoin
de nos concitoyens, et qui est un besoin, certes, qu'on a beaucoup exprimé au plan financier, mais finalement, le financier, il sert à quoi? C'est pas, les gens ne vont pas thésauriser là, la rente qu'on va leur verser. Ce qu'il faut, c'est que ce montant il soit en adéquation avec des services qui vont, comme le dit fort bien Marianne, voilà, être efficaces et du coup rendre le système désirable. Moi, je dis que nous avons toute notre place et qu'on peut vraiment aider les personnes à conserver le plus longtemps possible cette autonomie, et puis quand elles la perdent, à être à leur côté pour qu'elles puissent rester, par exemple, au domicile si c'est leur souhait. Merci Thierry. Alors en quoi le système que vous portez tous les deux est-il désirable? Peut-être un mot sur le sujet, c'est-à-dire qu'on va parler du système que nous portons, mais ce qui a été dit est très important, c'est-à-dire que, y compris, ça nous amène à transformer nos métiers. Je vais un peu caricaturer. À certains moments, peut-être que parfois, on a trop longtemps considéré que quand on avait acheminé un virement sur le compte de notre assuré ou de notre adhérent, on avait fini. On lui disait maintenant, débrouille-toi avec ça. En réalité, il s'agit de solvabiliser la solution qu'on va mettre en œuvre. Moi, ce qui me frappe beaucoup sur le sujet, je parle de la perte d'autonomie, c'est que quand on regarde, par exemple, les salariés aujourd'hui, il y a davantage de salariés dans les questions de conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Il y a davantage de salariés qui sont confrontés à la perte d'autonomie d'un enfant ou d'un parent que de salariés qui sont confrontés au fait de trouver une solution pour faire garder un jeune enfant. Donc je trouve que c'est vraiment c'est pas forcément des éléments qu'on a en tête, mais on voit effectivement tout ce que nous avons à mettre en œuvre. Pour apporter des réponses humaines. Enfin, les gens ont besoin que leur situation soit prise en charge, que le moment de vie, la situation de vie soit prise en charge et qu'on soit en capacité d'apporter des réponses complètes qu'on va solvabiliser. Mais finalement, la prestation financière, elle vient simplement solvabiliser un dispositif qu'on a mis en œuvre. Mais c'est très important parce que c'est un changement d'état d'esprit. La proposition, en quelques mots, je ne sais pas. Non, nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra pas indéfiniment faire appel à davantage de financement public, même si nous considérons que c'est d'abord un sujet de solidarité nationale, clairement. Mais on pense que dans un mix de solutions de financement, on a une proposition qui peut trouver sa place. Pour le dire de manière assez simple, aujourd'hui, on a globalement 96% de nos concitoyens qui ont une complémentaire santé. Et bien, on pense qu'à partir d'un âge à déterminer, on pourrait ajouter quelques euros à la complémentaire santé pour pouvoir, par exemple, en cas de GIR 1, GIR 2, j'insiste sur les GIR, ce n'est pas des critères d'assureurs, c'est des critères qui sont des critères publics, GIR 1, GIR 2, assurer une forme de rente viagère dont le bénéficiaire se servirait ici pour diminuer un reste à charge, là pour le transformer en service, en aménagement de domicile, etc. etc. Donc on a travaillé là-dessus. Alors après, on s'est dit que pour que ça fonctionne, naturellement, ça ne pouvait fonctionner que si l'ensemble des acteurs de la place étaient embarqués dans l'aventure. Parce qu'on a aujourd'hui des parcours de vie et des parcours professionnels qui sont plus volatiles, plus complexes, plus incertains, ambigus, etc., etc. Et donc, dans sa vie, on peut changer de métier, on peut changer de vie, on peut changer de complémentaire santé. Donc nous, on a trouvé un dispositif qui assure en quelque sorte la portabilité des droits. Je suis aujourd'hui assuré dans une compagnie de la FFA. À partir d'un certain âge, il y a quelques euros qui sont prélevés. Je change de boulot. Je suis dans une mutuelle le lendemain. C'est la mutuelle qui continue de prélever les montants en question. En d'autres termes, les complémentaires, elles collectent les quelques euros en question. Elles les confient à un pool que nous constituons entre nous, et c'est ce pool qui va servir le moment venu la rente aux personnes concernées.
Alors, je le fais assez simplement. Alors, après, on s'est dit à quel âge, finalement, pourrait-on faire cotiser? Est-ce que c'est à 20 ans? Voilà. Alors, naturellement, on a fait des simulations, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et chacun comprend bien que plus on commence à cotiser jeune, moins en euros c'est important, voilà, etc. Bon. Mais pour autant, on a beaucoup réfléchi entre nous, et je vais faire référence à une petite pensée pour André Renaudin. André, il a une formule qui était de dire finalement, elle nous a aidé à réfléchir, quand on est actif, on prépare sa retraite, quand on est retraité, on pense à sa dépendance. Et on a réfléchi un peu autour de cette idée-là en se disant peut-être que des jeunes actifs, quand on entre dans la vie active, on a d'autres sujets effectivement à traiter, le logement, les études des enfants, l'installation dans la vie, etc., etc. Et que peut-être on n'était pas tout à fait sensible à la question de la dépendance. Donc ça nous a amené dans nos réflexions aujourd'hui à dire que peut-être cette assurance dépendance généralisée, il ne fallait pas la proposer par exemple à 20 ans, mais peut-être plutôt autour de 50 ans. Donc on a travaillé sur des hypothèses comme celle-là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On a un dispositif qui techniquement est très robuste. Le risque de longévité peut être approché en fonction de l'état des connaissances du jour, mais dans des techniques assurantielles. Heureusement, on va être très nombreux à vivre très longtemps, et heureusement, on ne sera pas tous dépendants ou lourdement dépendants. Donc la technique assurantielle permet de répondre à la question, et on pense qu'on a fait un travail robuste. Je te laisse compléter, Florence. C'est parfait, juste l'argument marketing qui tue à la fin, c'est en plus, ça peut commencer demain matin. C'est-à-dire que contrairement au contrat dépendance qu'on a commercialisé depuis un certain nombre d'années et qui fonctionnent parfaitement bien, mais qui arrivent à la limite manifestement de la population qui est intéressée et qui fonctionnent en capitalisation, donc je m'assure, je me paye des primes, et le jour où moi je serai dépendante, voilà, j'aurai une garantie, mais en gros c'est pour la génération suivante. Là, au contraire, c'est géré en répartition pour faire court, et que si on décide de mettre en œuvre un tel système, ça veut dire que dès le lendemain, les personnes qui rentrent en état de dépendance GIR 1 ou GIR 2 sont couvertes et donc touchent une rente telle que l'a exprimé Thierry. Donc c'est vraiment ça, je crois, un des aspects très novateurs de notre proposition. C'est qu'encore une fois, elle rentre en vigueur demain matin à partir du moment où on le décide. Et je dirais aussi qu'elle est d'une grande simplicité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du régime CatNat. On a regretté que dans la crise Covid, il n'y ait pas un système un peu de type CatNat pour couvrir les pertes d'exploitation, etc. CatNat, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'on a plugué ça sur des contrats existants. Là, c'est pareil. On ne fait pas une usine à gaz, hein. Juste, on rajoute une cotisation sur la complémentaire maladie qui existe. Donc, ce n'est pas une usine à gaz, c'est simple à faire. Qu'est-ce que tu fais des anciens contrats? Ah ben, les contrats, ils continuent. Non, mais de toute façon, les niveaux de rente, voilà, c'est 400-500 €. Hein, on va pas... Et donc, il y a aussi des étages successifs. C'est-à-dire que, et vous l'avez présenté, bon, vous avez d'autres types de propositions, mais tout le monde sent bien que de toute façon, il n'y a pas une solution unique, magique, qui va... Voilà. Donc, les gens qui ont fait ce choix d'une assurance individuelle, de toute façon, ils auront plus de revenus le jour où, malheureusement, si c'est le cas, ils tombent en dépendance. Hein. Ça n'annule absolument pas les contrats existants. Voilà. Et c'est une brique et qui a le mérite de fonctionner, et encore une fois, tout de suite, et sans faire appel à de l'argent public, ce qui est pas mal. C'est quand même pas mal. Si je peux me permettre et après, peut-être Cécile. Un tout dernier élément, ça a du sens si on le fait rapidement. Parce que vous connaissez naturellement parfaitement l'évolution de la pyramide des âges, et dans ce mécanisme de répartition provisionnée, quand on part, hein, on commence avec les premiers euros qu'on collecte, donc il faut naturellement être en capacité de constituer les provisions nécessaires pour pouvoir faire vivre le dispositif dans la durée. Et les toutes premières années, on a modélisé tout ça. Les toutes premières années, on encaisserait davantage de primes qu'on ne verserait la première année de rente. Et c'est ce mécanisme-là qui nous permet de rester, j'allais dire, dans des niveaux
qui nous paraissent acceptables du point de vue des Français. Mais il faut bien mesurer que chaque année qui passe, compte tenu aujourd'hui de la dynamique démographique, renchérit assez fortement le coût du dispositif. C'est-à-dire que ce dispositif, dans 5 ans ou dans 10 ans, il est beaucoup moins pertinent parce que beaucoup moins accessible aux Français. Cécile, pardon. Oui, alors, j'essaie de représenter la position d'André Renaudin, à laquelle je souscris d'ailleurs pleinement, bien sûr. Et je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites et en même temps en désaccord avec d'autres. L'inconvénient d'une assurance dépendance obligatoire qui pèserait au moins sur un certain nombre d'actifs, puisque vous parlez de 50 ans, mais peut-être avant, pour le début de cette cotisation obligatoire, c'est que les actifs, aujourd'hui, ils sont déjà sursollicités. Ils doivent déjà financer leur propre génération. Ils financent leurs aînés à travers le système de retraite par répartition. Et puis, ils financent également leurs enfants. Parce que les transferts entre parents et enfants sont évidemment importants quand on éduque ses enfants, mais ça peut continuer au-delà, même quand ils sont dans la vie active. Donc, l'idée, c'est de ne pas sursolliciter les actifs et donc d'aboutir à cette idée qu'il n'y a plus 3 âges dans la société, mais bien 4 âges, et que dans la retraite, finalement, il y a une partie de 65 à 75 ans où on peut pleinement profiter des loisirs et que nous offrent ces vacances perpétuelles, mais qu'à partir de 75 ans, on risque progressivement de tomber dans la dépendance et que donc il faut couvrir ce risque, et c'est le 4e âge. Et donc l'idée d'André Renaudin, c'est le fameux slogan « Actif, je cotise pour ma retraite, et retraité, je me prépare au risque de dépendance ». Et alors, donc, là où je rejoins ce qui a été dit auparavant, c'est l'idée que l'assurance, ça doit relever du libre choix de l'individu, ce que vous avez dit, et cette idée de proximité entre l'assureur et l'assuré. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, cette assurance dépendance, pour André Renaudin, elle s'inscrit dans une démarche préventive qui repose d'abord sur un bilan patrimonial et médical, un bilan global qui serait proposé aux assurés à partir de 55 ans, 60 ans, 65 ans, enfin un peu avant la retraite, et puis qui se ferait régulièrement tous les 5 ans, pour qu'ils se projettent dans l'avenir, pour qu'ils se projettent dans le risque de dépendance, et en particulier les femmes d'ailleurs, parce que ce sont elles qui finalement se retrouvent souvent seules, parce qu'elles vivent plus longtemps, et dépendantes, et elles n'ont plus de conjoint pour s'occuper d'elles, alors que les messieurs ont l'avantage d'avoir une femme pour s'occuper d'eux en général. Et donc voilà, faire ce bilan et qui leur permet aussi de se projeter et donc de réfléchir à des solutions d'assurance dépendance. Donc c'est aussi une idée que cette assurance dépendance n'est pas obligatoire. Voilà. Elle s'applique aux retraités, elle n'est pas obligatoire parce qu'elle s'inscrit dans une logique préventive à partir d'un bilan patrimonial et médical à l'approche de la retraite. Oui, bon. Alors, à ce stade du débat, moi je ne vais pas me prononcer sur la proposition FFA-FNEF. Je vais sortir ma question favorite, c'est mais au fond, on finance quoi? On veut financer quoi exactement? Et ça a été dit par Thierry Baudet un peu plus tôt dans le débat. Le rapport Libaud, il chiffre 9 à 10 milliards d'euros. D'ici 2030, il faut trouver 9 à 10 milliards d'euros. Mais ces 9 à 10 milliards d'euros, en fait, ce sont des dépenses de soins. C'est grosso modo comment on fait pour financer des dépenses médico-sociales qui sont aujourd'hui dans le champ médico-social, qui sont maintenant dans le fameux budget de la branche autonomie. Comment on fait pour financer? Parce qu'il va y avoir plus de personnes qui vont arriver au grand âge, parce que tout simplement, des personnes nées en 1945, elles ont 85 ans en 2030, donc ça c'est à la portée d'un élève de CP de comprendre qu'effectivement il va y avoir une augmentation assez conséquente. Et puis, deuxièmement, on va améliorer, on va revaloriser les conditions de rémunération à la fois des intervenants à domicile et des intervenants en établissement. Donc les 9 à 10 milliards d'euros qu'il faut trouver, les 9 à 10 milliards d'euros du rapport Vachet, si j'ose dire, alors lui, c'est pas 9 à 10 milliards parce qu'il s'arrête en 2024, donc il est à 5 à 6 milliards, mais
les milliards de rapports Vachey, ce sont des rapports, ce sont des dépenses qui sont des dépenses de soins. Là, on est en train de parler d'autre chose. Pardon, hein, mais on est en train de parler un peu d'autre chose. On est en train de parler de... Le problème, c'est que quand je me retrouve en situation de dépendance, si je suis à domicile, et si je suis à domicile, et si je suis dans des niveaux de revenus relativement importants, je vais avoir comme aide venant du département, il y a une aide qui s'appelle l'APA, je vais avoir une aide qui va, en fait, représenter un montant faible, hein, des dépenses. Et si je suis en établissement, il y a aussi une aide qui s'appelle le même nom, qui porte le même nom, mais qui n'est pas du tout la même chose, qui l'a pas en établissement, qui a une espèce de montant forfaitaire qui correspond au tarif dépendance. Donc ça, c'est là où on a des personnes qui se retrouvent dans une situation de financement qui peut être très compliquée, parce que les plus défavorisés, ils ont aujourd'hui l'aide sociale à l'hébergement. J'imagine que d'une certaine manière, ça va se continuer demain, et heureusement, ça ne s'appellera peut-être pas de la même façon, mais voilà. Les plus riches, ils ont un patrimoine, ils ont un capital qu'ils peuvent utiliser, effectivement, ils ont la capacité de pouvoir faire du fine-tuning. Là, je regarde Jean-Hervé, du coup, je pense au fine-tuning, du réglage fin pour effectivement financer leur dépendance. Mais il y a toute la classe moyenne qui se retrouve effectivement dans une situation où il y a des solutions mixtes de financement, bien sûr, des solutions mixtes avec une mobilisation du patrimoine, avec le liquéfaction du patrimoine, ça a été dit, avec mobilisation évidemment de la pension de retraite, mais avec mobilisation des enfants. Donc voilà, c'est ça, concrètement, c'est ça le sujet. Et concrètement, là, la réponse à cet enjeu-là, pour moi, il ne peut être, d'une certaine manière, effectivement, il est global, effectivement, mais il est assurantiel. Et c'est ce qu'a dit Marianne Manchant. Il est assurantiel. Parce qu'on a cette triple dimension, ça a été très bien dit par Florence, prévention, accompagnement, service. Et ça, c'est l'assureur, il est dans la meilleure situation pour remplir ce métier. Il doit davantage, effectivement, nous vous devons davantage qu'une rente. C'est ça, aujourd'hui, le métier de l'assureur. Nous vous devons davantage qu'une rente. Nous vous devons, effectivement, des conseils de prévention, de l'accompagnement, du coaching et des services. Merci, oui. Donc là, c'est tout à fait cohérent et convergent. Évidemment, ça, c'est essentiel, ce que vous venez de souligner. C'est aussi quand même le dispositif de réduire le reste à charge des ménages, sans pour autant exposer la sécurité sociale à des déficits encore plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui, ni exposer les finances publiques, d'où l'intérêt d'une mutualisation assez large. Et d'où l'intérêt aussi de l'aphorisme d'André Renaudin, mais qu'on peut peut-être un peu amodier, ou qu'on peut dire... Déjà, il est amodié, et nous, dans nos modélisations, on est plutôt à 40 ans. Alors, dans la proposition commune qui est faite, et qui a quand même beaucoup d'avantages et d'intérêts, c'est 50 ans. Mais on peut peut-être commencer à 50 ans, et puis progressivement, avec l'augmentation du vieillissement, considérer qu'on peut descendre à 40 ans dans quelques années, quoi. Enfin, il n'y a pas de doctrine ou de dogme en la matière, je crois. Je crois qu'il est temps qu'on termine notre débat qui est quand même passionnant. On a appris plein de choses. Que la FNMF et la FFA continuent à militer ensemble pour un produit d'assurance, avec l'œil bienveillant de la CNSA et des partenaires. Vas-y. Juste insister sur un point, c'est que pour moi, il ne peut pas y avoir... Enfin, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un seul produit d'assurance. Je pense qu'il y aura de toute façon plusieurs produits d'assurance. Voilà. Et justement, il y aura un panel de choix, il y aura un panachage de solutions qu'il faudra bâtir. Alors en revanche, ce qui est important, si on veut vraiment développer l'assurance dépendance, c'est qu'il y a un cadre commun, moi ce que j'appelle une grammaire commune, donc des outils qui s'appliquent de manière simple, lisible, qui s'appliquent. Voilà, pardon de... Non, bien sûr. Mais on ne va pas réouvrir le débat. Mais le caractère obligatoire, il est quand même essentiel en la matière, parce que d'une certaine mesure, l'assurance dépendance, c'est une assurance au tiers. C'est-à-dire que ceux qui sont protégés, c'est les enfants. Et on voit bien le poids sur les enfants. Et même
Nous, on l'a vu dans nos études sur les très jeunes, et en particulier dans les familles les plus vulnérables. Excusez-moi, je vous remercie. On peut les applaudir parce que c'était passionnant. On n'a plus beaucoup de temps, Alain. Mais... Ah oui, bien. Un mot dans la présentation que vont faire mes deux camarades de la solution et des solutions que nous préconisons, parce que c'est des positions, c'est pour ça que François-Xavier, tu as une position, elle est vachement bien, donc il faut s'y accrocher. Nous, notre logique, comme on l'a dit, elle est de traiter un sujet dans sa globalité. Pardon pour M. Vachier, mais je trouve qu'il est quand même... oui, non, l'inverse, il est quand même très très compliqué. Il faut trouver un consensus et il faut le trouver, mais vous l'avez tous dit, une solution quand même de perte d'autonomie très large, une vraie politique. Et pas, quand vous avez parlé juste de territoire, j'ai bien aimé ça, c'est cette idée que, au fond, c'est d'abord la description intellectuelle, conceptuelle de ce qu'on veut traiter, plutôt que de sortir, je vais prendre un petit bout de la CSG, puis tiens, au passage, il y a les vieux là, hop, je vais leur repriquer un, puis il y a les jeunes, on va leur enlever, etc. Donc, mes deux camarades vont maintenant vous présenter les solutions que nous préconisons, qui se rapprochent d'ailleurs d'une partie de ce qui a été dit, mais je renforce, mais c'est dans le cadre d'une vision globale, assez précise de notre proposition. Et je crois que c'est Alain qui commence. Oui. Oui, merci. Oui. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la perte d'autonomie, ça s'envisage de manière très globale. Donc c'est la première conviction qui nous a animés, c'est qu'il faut envisager absolument toutes les dimensions de la perte d'autonomie. Et on a, dans la table ronde précédente, ou dans l'introduction, on a pu déjà introduire des sujets comme les aidants, il ne faut pas les oublier, comme la prévention de la perte d'autonomie. La deuxième conviction que l'on a au travers de toutes les études qui ont été effectuées, c'est qu'il faut aborder le problème du financement. Tout le monde a souligné que de très nombreux rapports excellents ont été déjà faits, mais aucun ne propose réellement un financement complet. Donc nous allons relever ce défi et on va vous proposer un financement de l'ensemble de la perte d'autonomie. Alors, on est dans un contexte très particulier. Il y a une crise, évidemment, une pandémie, une crise économique sans précédent. Et donc, on a a priori considéré qu'il fallait exclure les solutions conventionnelles, du style augmentation de la CSG. Ça impacte trop la croissance, donc ça nous semble absolument exclu. Augmentation des cotisations sociales, ça nous paraît également exclu, puisque ça a des effets négatifs sur l'emploi. Donc il faut trouver des financements non conventionnels. Et les économistes, avec cette crise, ont d'ailleurs trouvé beaucoup de financements non conventionnels sur le plan financier. Et nous, je crois qu'il nous faut imaginer également des solutions non conventionnelles. Alors, on a, pour résumer, 4 objectifs, ou 4 volets qu'on va vous présenter successivement. Le premier, c'est une politique très volontariste de réduction du risque de perte d'autonomie avec le développement des activités socialisées. Ça, c'est un travail qui a été fait par la chaire depuis plusieurs années, et c'est le problème, évidemment, de la prévention. Le deuxième, c'est renforcer les dispositifs actuels de la solidarité nationale auprès des personnes dépendantes et âgées à très faible revenu. C'est augmenter la solidarité nationale. La solidarité nationale qui se manifeste par un budget très conséquent. Actuellement, c'est 27 milliards. Ça a augmenté, évidemment, de ces dernières années. C'est 27 milliards d'euros annuels. Ça nous semble insuffisant et il y a de nouvelles solidarités à instaurer. Le développement d'une assurance dépendance obligatoire, on va en parler, effectivement, ça a déjà été un des sujets de la table ronde. On va faire une proposition très concrète. Et puis, pour terminer, la création d'un dispositif de réassurance publique.
de cette assurance obligatoire. Ça nous semble aussi une étape absolument incontournable. Voilà, alors je passe maintenant la parole. Nettoyez-le. Oui, il faut nettoyer, parce qu'avec vous deux, Merci Alain. Oui, ce premier volet, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon interne l'activité socialisée des seniors, il est essentiel. Il est absolument essentiel. On a compulsé tous les méta-surveys qui existent en termes de santé publique sur les maladies neurodégénératives. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait les retarder. Alors il y a débat, est-ce que c'est 3 ans, 5 ans, etc. Dans tous les pays du monde, hein, dans tous les pays du monde, on pouvait les retarder à condition d'augmenter nettement le bien-être des seniors. Et comment on augmente le bien-être des seniors? Par 3 volets qu'on a détaillés longuement dans nos publications, etc., et qui sont très documentés, qui ne sont pas du tout des gadgets. Le premier, c'est un engagement social ou associatif, un peu contraignant, ce n'est pas 1 heure de temps en temps dans un club, c'est un peu contraignant, et altruiste, comme disent les gamins, qui porte du sens. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est une hygiène de vie qu'on a appelé le souci de soi par rapport en référence à la philosophie classique, une hygiène de vie que tout le monde peut de manière intuitive comprendre. Et le troisième point, il est aussi très important, c'est de continuer à acquérir des connaissances, d'être toujours dans un processus d'acquisition des connaissances. Et bien, si on arrive par des politiques publiques ou d'autres politiques à générer ça, on peut retarder, mais massivement, l'entrée dans la dépendance. En tout cas, la retarder en âge. Et si jamais, ce que nous, on rêve et on milite pour, mais on peut retarder de 5 ans, ben on diminue par 2 le coût. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inintéressant. Et ça concerne aussi très directement les opérateurs d'assurance, quel que soit leur... parce qu'ils sont en contact des associations. Et puis, vous aurez évidemment noté que la période de crise actuelle que tu évoquais est quand même assez favorable à l'engagement social. Et il y a quand même une crise qui est majeure. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire dans tous les domaines. Une activité vers les autres, une activité pour soi et la continuité d'apprentissage des connaissances. C'est étonnant d'entendre des économistes dire ça, c'est un peu tout le sel de la chair, mais c'est essentiel, absolument essentiel. Après, je fais le 2, oui. La deuxième chose qu'on s'est dite, c'est de dire qu'il faut quand même renforcer la solidarité. Alors, pas n'importe comment, pas dans tous les sens, etc. Donc, avec des leviers qui sont quand même assez astucieux. Le premier, ça nous paraît un impératif catégorique, c'est de dire il faut arrêter, il y a un certain âge où on doit bénéficier d'un revenu minimum confortable, qui est au-delà du minimum vieillesse et qui s'adresse absolument à tout le monde. Et il y a un revenu minimum au-dessus d'un certain âge. Alors 82, 85 ans, il y a débat. Mais quand on a 85 ans, on a besoin de prendre un taxi pour aller à la gare, on a besoin de payer un porteur pour porter les valises, on a besoin de payer un billet de train qui soit à peu près confortable et peut-être un service d'assistance si jamais, par hasard, le train est en panne. Et on ne peut pas avoir un discours généreux sur la perte d'autonomie, etc., et pas considérer qu'à un moment donné, la discrimination sociale, on doit passer l'éponge et que les gens à 85 ans, 82 ans, on peut en débattre, ils ont droit à un revenu minimum suffisamment confortable et dont vous conviendrez avec les macroéconomistes qui permet aussi de générer, alors peut-être pas mais de générer la consommation de services sanitaires ou autres et donc de créer des opportunités d'emploi. Ça, c'est central dans nos réflexions. La deuxième chose, c'est la liquéfaction, la valorisation des patrimoines. Alors ça, c'est un truc, on doit ça à Jean Hervé, c'est une idée absolument géniale, c'est de dire, effectivement, il y a des patrimoines, c'est des biens de main morte. Donc on a une personne âgée, elle a une toute petite retraite, ça ne va pas du tout. Et puis il y a ce patrimoine qui n'intéresse pas vraiment les enfants, s'il y en a, parce qu'ils vont jamais revenir vivre à Plume-la-Poum ou que sais-je. Donc il y a dans certains cas, enfin, il y a une solution qui est de permettre à ces gens-là de bénéficier, de vendre immédiatement leurs biens immobiliers avec une décote qu'on calcule en fonction de l'âge, et on a modélisé tout ça, et de recevoir immédiatement la liquidité, la valeur de ça, de payer une redevance mensuelle dans les lieux,
et d'utiliser ce cash, cette liquidité qui arrive, pour détendre leurs contraintes de vie au quotidien. Et ça, c'est absolument... Alors, ça peut aller, là, la douche à l'Italie, enfin, tout ce qu'on sait et qu'on a décrit dans tous les sens. Alors, on commence à le faire avec un opérateur, tu as cité le Crédit Agricole Assurance, on le fait effectivement dans les zones 1 et 2, et tu as très bien décrit et qu'il y a une contrainte pour l'habitat dispersé en milieu rural, sur lesquels, entre guillemets, il n'y a pas de marché, et ainsi de suite. Et donc, l'idée qu'on porte, et qui est vraiment, c'est de montrer ces expériences-là à l'État et de lui dire, il y a peut-être une garantie à émettre, c'est une garantie, ça ne va pas coûter des fortunes, mais qui permet à des investisseurs, des foncières, d'entrer dans ce marché-là qui n'est un non-marché aujourd'hui et de valoriser ces patrimoines au bénéfice des ménages les plus modestes. Et ça, c'est les deux dispositifs essentiels de renforcement de la solidarité. Bon, après, il y a tout ce qu'on a dit sur les financements des aidants actifs et toutes les dispositions qui sont à étendre, qui sont évidemment très importantes, tout en sachant que l'enjeu de professionnalisation des aidants est quelque chose d'absolument considérable. Et évidemment, le soutien, à décrire et à déterminer, le soutien aux EHPAD qui sont en pleine crise aujourd'hui, et à l'idée de l'hospitalisation à domicile et les investissements d'infrastructures humains et matériels à consentir pour généraliser les solutions d'hospitalisation à domicile et peut-être des EHPAD de proximité de petite taille. Et on en arrive à l'assurance. On en arrive au deuxième étage. Le premier étage, c'est la solidarité nationale qu'on propose d'étendre. Deuxième étage, l'assurance. L'assurance obligatoire, privée, opérée par le monde de l'assurance. Pourquoi une assurance ? Il nous semble que l'assurance est tout à fait adaptée à cette problématique de la perte d'autonomie. En effet, la perte d'autonomie est un risque, ce n'est pas une certitude. Tout le monde est malade un jour ou l'autre, tout le monde prend sa retraite un jour ou l'autre. Par contre, en ce qui concerne la dépendance, la moitié des personnes terminent leur vie sans être dépendants. Donc la dépendance est un risque, ce n'est pas réellement une certitude. Et donc, a priori, le monde de l'assurance est tout à fait capable de prendre en compte ce genre de risque. Le deuxième argument, c'est qu'il y a déjà 7,4 millions de personnes qui ont une assurance dépendance. C'est tout absolument considérable. Et donc, il y a toute une expérience qui existe dans ce domaine. Et on en parlait dans le cadre de la table ronde. On voit bien cette expérience est tout à fait mobilisable très, très, très rapidement et opérationnelle très rapidement. Le troisième élément, c'est qu'il existe un reste à charge très important. Lionel Rago et Xavier Chojnicki, dans leur étude, ont montré que le reste à charge va beaucoup augmenter, le reste à charge des ménages. Il a été estimé actuellement à 10 milliards, et il pourrait passer à 23 à 24 milliards en 2040. Ce reste à charge, c'est en fait l'équivalent d'un prélèvement, qui ne dit pas son nom, mais c'est un prélèvement sur les ménages. Donc la question qui se pose réellement, c'est comment est-ce qu'on diminue ce prélèvement qui existe et à venir. L'assurance nous paraît être un bon moyen, et on a chiffré finalement une diminution possible de ce reste à charge qui serait de l'ordre de 7 milliards si on assurait une assurance dépendance. Alors cette assurance dépendance offrirait des rentes viagères, ce qui a été évoqué d'ailleurs dans la table ronde, de l'ordre de 500 € mensuels pour les GIR 1-2 et puis 150 € pour les GIR 3-4. Ça nous paraît important et ça améliorerait considérablement la situation des ménages, notamment en GIR 1-2, qui sont souvent des personnes modestes et qui ont donc moins de revenus et qui se trouvent parfois dans des situations quasiment ruineuses lorsque ces personnes deviennent dépendantes. Alors pourquoi une assurance à partir de 40 ans ? Nous, il nous semble que 40 ans, c'est un âge où on commence à prendre conscience des problèmes de perte d'autonomie.
les grands-parents, par exemple, peut-être même parfois, malheureusement, les parents. Et c'est un âge où on a acquis une certaine aisance financière, on pourrait dire. Donc, ça nous paraît intéressant d'envisager ça. Alors, ça peut être 40, 45 ans. Mais un autre avantage, c'est que c'est une population large. Les plus de 40 ans, en France, c'est 33 millions de personnes. Donc, ça permet d'assurer une cotisation pas trop élevée. Pourquoi refuser de faire cotiser les 20 ans ? Nous, il nous semble a priori que ce n'est pas raisonnable, compte tenu des difficultés de la jeunesse pour s'intégrer, compte tenu des problèmes actuels, etc., d'envisager de faire cotiser dès le premier euro des jeunes pour un risque qui est quand même pour eux très très lointain. Faire cotiser uniquement les plus de 60 ans, on retombe sur des arguments qui nous paraissent à prendre en compte, c'est la perte de revenus. Lionel Rago a très bien illustré cette perte de revenus. Elle serait conséquente. C'est plusieurs pourcents de revenus en moins pour les retraités. Bon, je ne crois pas que ça soit une période très favorable pour envisager ça. C'est pour ça qu'il nous paraît qu'autour de 40 ans, il paraît, de notre point de vue, y avoir un petit peu un optimum à envisager pour une cotisation. Alors, qu'est-ce que ça donnerait comme cotisation ? Quand on fait les calculs sur la population des plus de 40 ans, ça donnerait environ 19 € mensuels de cotisation. Si on se limitait à aider les GIR 1, 2, on descendrait à 11 € mensuels. Ce sont des montants qui sont beaucoup plus modestes et qui nous semblent effectivement tout à fait intéressants de ce point de vue-là pour, si on veut, généraliser une assurance dépendance. Actuellement, l'assurance dépendance, les cotisations moyennes sont de l'ordre de 30 €, un peu plus de 30 € mensuels. Donc nous, il nous semble qu'il faut envisager de faire baisser cette cotisation moyenne si on veut qu'elle se généralise relativement facilement. Et donc, les 33 millions de plus de 40 ans, ça nous paraît une bonne base pour réaliser ce type de mutualisation. Bon, pour terminer, je dirais que, évidemment, il y a le problème des faibles revenus, il faut l'aborder. Il y a des personnes, parmi les plus de 40 ans, qui auraient du mal à financer effectivement une cotisation. Donc je crois que là, il faut envisager la solidarité nationale et faire en sorte que ce soit la solidarité nationale qui finance les personnes qui ont de très très faibles revenus et qui ne peuvent pas envisager de payer une telle cotisation. Merci. Le dernier étage du dispositif, il est l'idée d'introduire un étage de réassurance publique du système. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de dire, finalement, en ayant une réassurance publique de ce système, on va rassurer les actionnaires et les sociétaires des opérateurs d'assurance, quelle que soit leur nature. Et donc, c'est de nature à faire baisser la prime. Donc, ce n'est pas complètement inintéressant. Ensuite, on peut imaginer des mécanismes de réassurance originaux liés aux contraintes spécifiques de ce risque, alors biométrique, enfin pour parler comme des acteurs, mais on ne sait pas si demain une molécule arrive et augmente l'espérance de vie des personnes dépendantes de 6 mois à 1 an ou 2, ce qui, même dans un cadre de répartition provisionnée, est préjudiciable à l'équilibre du système. On ne sait pas si, au contraire, on va pas avoir un boom des maladies malgré nos efforts de prévention, pour des raisons qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc, donc, on a besoin de rassurer aussi, deuxième raison, les investisseurs qui vont rentrer. On a dit 1/3 de la société, donc c'est quand même considérable dans les années à venir, qui vont venir. Et si on veut des opérateurs de long terme, qui investissent à très long terme sur des services de proximité, d'assistance et sur toutes les infrastructures qu'on a décrites, c'est quand même très important d'avoir cette espèce d'engagement de long terme avec la garantie de l'État. Et puis enfin, dernière raison, ça nous semble une manière moderne de faire de la protection sociale. C'est-à-dire qu'on introduit une forme de gouvernance publique en haut du système, mais qui laisse quand même les opérateurs assez libres de leurs engagements et les laisse responsables de leurs engagements. Mais cette gouvernance publique, finalement, un peu comme dans la garantie des opérations en zone 3, elle ne coûte pas elle ne capte pas l'essentiel des budgets de la puissance publique pour ce problème
qui est évidemment crucial, mais qui n'est pas le seul qui concerne l'État. On est tous les trois assez d'accord sur le fait que l'État, il doit se consacrer à l'avenir, il doit se consacrer à l'éducation, à la jeunesse, aux investissements dans l'exportation, etc. Et on ne peut pas, dans une société où un tiers des personnes sont sur la dépendance, capter l'essentiel des ressources de l'État pour s'occuper de ce problème-là. D'autant plus, et j'en terminerai si vous voulez bien par là, c'est que c'est un peu, c'est évident, je crois qu'on l'a tous un peu souligné, c'est un problème essentiel, la dépendance. Mais c'est pas synonyme de vieillissement. Ça concerne une personne sur 6 ou 7 au-dessus de 70 ans et une personne sur 5 au-dessus de 80 ans. Il y a donc fort heureusement 4/5 de la population qui meurt en parfaite santé, comme disait l'homme d'esprit. Bien, merci beaucoup d'avoir participé. C'est une séance de travail en réalité absolument top, parce qu'on a mis tout sur la table. Peut-être un dernier mot pour dire que tout ce que nous avons dit, que ce soit à la fois Lionel, nous trois, etc., est très documenté, comme adorent le dire les économistes, c'est une formulation, c'est très documenté. Donc ça veut dire simplement que derrière, on a travaillé du papier. Et dernier sujet, c'est toutes les personnes qui sont ici participeront à un débat public. J'ai bien aimé ce mot d'anxiogène. Je ne vais pas revenir sur le malheureux rapport, enfin la deuxième partie comme le dit, du rapport qui est quand même effrayante. Mais notre pays est totalement paralysé par la peur. Aujourd'hui, le sujet qu'on a à traiter doit être traité de manière politique, c'est-à-dire il doit être traité de manière globale, générale, positive, organisée, et sans qu'on donne catégorie par catégorie des punitions, un peu comme on a droit aux punitions dans les travaux de Paris, quoi. C'est à peu près le même genre de choses. On doit traiter ce problème dans sa globalité, vous l'avez fait avec beaucoup de talent, et donc, au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler un discours politique adapté à un problème de société. On n'est pas en train de traiter un problème technique. Le vieillissement de la société, c'est une évolution très profonde de nos collectivités. La collectivité France traite assez bien ce genre de sujet. C'est vrai qu'il faut faire attention aux mots. Les mots sont très importants. Et donc, je trouve, si vous m'autorisez respectueusement de m'adresser à vous tous qui jouez un rôle majeur dans le débat qui va avoir lieu, je trouve qu'il n'est pas très bien parti pour dire les choses, y compris dans ce terme de cinquième branche que je n'aurais pas gardé. Moi, je pense qu'il faut élargir le sujet et le traiter en essayant de le montrer à quel point c'est aussi un problème d'harmonie entre les générations. C'est un problème de ce que nous avons beaucoup développé, ce que François-Xavier a beaucoup développé, l'idée que c'est une société d'activité, c'est une conception de la société, et c'est pas uniquement essayer de savoir si on va piquer 0,15% de la CSG pour la refiler à un tel et truc, qui évidemment terrorise tout le monde, sachant que, au fond, c'est le tout traitement par la petit bout de la lorgnette, dans une société qui est déjà aujourd'hui très traumatisée, ne pourra que, j'allais dire, d'éteindre et donner une mauvaise impression du sujet. Je dois dire que ce que vous avez dit les uns et les autres est très positif. On a une petite divergence avec notre ami d'AG2R, André, c'est que nous, on pense tous qu'il faut quelque chose d'obligatoire. Bon, je veux dire, c'est pas bien grave, on va pas se fâcher pour ça. Et dernier aspect, les mots que vous avez employés tous, j'espère que tous les gens qui ont écouté ce débat vont le retenir. Il donnait le sentiment qu'on pouvait traiter ce thème avec intelligence, humanité, conception d'une société qui est une société, j'allais dire, prête à affronter quand même un nouveau défi, puisque c'est quand même ennuyeux cette affaire de dépendance ou de perte d'autonomie, et en le faisant de manière humaine et intelligente, ce qui est au fond pas totalement inutile dans l'existence. Merci. N'oubliez pas de prendre les flyers de la chaire et de les amener dans vos organisations. Et pour ceux qui nous écoutent, ils sont chargeables sur Internet. L'erreur de pause, n'oubliez. L'erreur de pause.
vous aviez